chaque année, l'on célèbre la journée mondiale de l'Afrique. Il faut dire que cette journée est un moyen de commémorer la célébration de la création de l'Organisation militaire africaine le 25 mai 1963 à Addis Abeba, au cours d'une conférence qui avait pour but de réunir une trentaine de pays africains devenus indépendants et de poser les bases de l'unité du continent africain. Il est également question au cours de cette conférence de promouvoir ou de poursuivre la décolonisation des pays africains, notamment l'Angola et le Mozambique, qui étaient encore sous l'influence du Portugal à l'époque, mais aussi de mettre fin au régime d'apartheid qui matait les populations en Afrique du Sud. Quelques années plus tard, nous célébrons donc cette journée. Une journée qui nous permet davantage de faire le bilan. Le bilan de l'Afrique en termes de développement, en termes de sécurité, en termes de bien-être des populations. Il faut dire, à la suite de cette conférence d'Addis Abeba en 1963, nous avons eu plusieurs autres conférences qui avaient pour but de réfléchir sur l'avenir de l'Afrique, notamment le plan d'Accra de 1980, qui prévoyait l'industrialisation de l'Afrique à travers un financement endogène qui par la suite a pris fin en raison du manque de financement et de l'agitation vertigineuse des États du point de vue sociopolitique. Nous avons par la suite eu le traité de Lagos ou d'Abuja, autant pour moi, en 1991, qui prévoyait la création d'une zone de libre-échange, la création d'une monnaie commune, la création d'un fonds monétaire africain ou encore la création d'une banque centrale. Et il y a eu une multitude de conférences qui se sont succédées sur le plan continental dans le but de trouver des réponses pérennes aux problèmes que traversait l'Afrique. Mais comme je le disais, aujourd'hui, il est question pour nous de pouvoir revisiter ces quelques problèmes qui assaillent notre génération et surtout les générations futures. Nous avons d'abord le problème sécuritaire, c'est très important. L'Afrique est aujourd'hui minée par de nombreux conflits, des conflits ethniques, des coups d'État ou encore le terrorisme. Concernant les conflits ethniques, nous avons encore en mémoire le génocide rwandais qui avait opposé les Tutsis et les Hutus entre avril et juillet 1994, ayant entraîné au passage 500 000 à 1 million de morts. Et selon les Nations Unies, on parle de 800 000 morts. Et aujourd'hui, les populations peinent à guérir de ce conflit qui a entraîné de véritables divisions au sein du pays. Nous avons également à l'esprit le conflit ethnique dans le Sud-Soudan entre les Nuers et les Dingas du président Salva Kiir et du vice-président Riek Machar. Nous avons également le conflit ethnique au Kenya entre l'ethnie du président Uhuru Kenyatta, les Kikuyu, et l'ethnie de l'opposant Raila Odinga, les Kalenjin. Et d'ailleurs, concernant le Kenya, l'on se rappelle qu'en 2007, au lendemain de l'annonce de la victoire du président Mwai Kibaki, qui est originaire de l'ethnie Kikuyu, le président Raila Odinga avait aussitôt contesté le verdict des urnes, ce qui avait entraîné une véritable marée humaine, des manifestations, des contestations du verdict des urnes, et pas moins de 1000 morts en étaient ressortis de ce conflit-là. On peut également parler du conflit actuellement au niveau de l'Éthiopie entre les Oromo, les Amara et les Tigrés. D'ailleurs, c'est ça qui fait l'actualité avec le Tigré qui veut aujourd'hui créer son État, qui veut faire sécession. Quittons la corne de l'Afrique pour aller en Afrique de l'Ouest. On peut également observer qu'il y a des conflits ethniques. Le cas de la Côte d'Ivoire, avec d'un côté ceux qui sont au nord et au centre du pays, à savoir les Malinké, à l'intérieur de laquelle on retrouve l'ethnie du président Alassane Ouattara, les Djoula, mais aussi au sud avec les Akans qui sont constamment en conflit et cela compromet énormément à la paix dans ce pays-là. On peut également prendre le cas du Mali avec les Peuls qui font l'objet d'attaques récurrentes de la part des Dogons et des Bambaras. On peut également prendre le cas du Nigeria entre les agriculteurs qui sont d'obédience chrétienne et les éleveurs qui sont d'obédience musulmane. Également, pour revenir en Afrique centrale, on peut parler le cas de la RCA avec les Antilles-Balaka et les Séléka. Au Cameroun, on parle de la crise dite anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis le mois d'octobre 2016.
Et cette crise perdue, il ne fait qu'entraîner des déplacés, des réfugiés, remet en cause l'unité et la paix de notre pays et de partant celle de la sous-région. Au-delà des conflits ethniques, comme je disais tantôt, il y a également des conflits liés à des terroristes, des djihadistes qui se sont installés en Afrique. Je pense comme ça à la secte Boko Haram, qui est aujourd'hui coordonnée par Al-Banawi et Abouakar Shekau. Je pense comme ça au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM au Mali, qui regroupe Al-Katina Masina, Al-Mourabitoun, Ansardine, Al-Qaïda au Maghreb islamique, en abrégé ACMI, qui a pour but, n'est-ce pas, de créer une sorte de Saint-Islam, un État qui va toucher le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, le Niger, le Tchad et bien d'autres pays encore. Que dire de la présence des Al-Shabaab en Somalie, qui est né de la création des tribunaux islamiques en l'an 2000, qui aujourd'hui continue à remettre en cause la souveraineté et l'intégrité de ce territoire. Au-delà des conflits terroristes, on parle aussi des coups d'État. D'ailleurs, pas plus tard que en fin de semaine passée, nous avons eu le coup d'État au Mali du colonel Assimi Goïta qui a pris les rênes du pays. Il faut rappeler que la situation du Mali est assez préoccupante à la fois pour les Maliens mais aussi pour l'Union africaine. Dans la mesure où c'est un pays qui a fait face à plusieurs coups d'État depuis son indépendance. Il faut rappeler qu'en 1968, le président Modibo Keïta avait été renversé par Moussa Traoré. Puis en 1991, c'est au tour de Moussa Traoré d'être renversé par Amadou Toumani Touré, qui avait par la suite remis le pouvoir à Alpha Omar Konaré, qui était devenu le premier secrétaire de l'Union africaine en 2002. Puis en 2012, nous avons le coup d'État du général Tchakunda Sanogo, qui renversait comme ça le président ATT. Et pas plus tard que l'année dernière, nous avons eu le coup d'État qui renversait le président Ibrahim Bakar Keïta dit Ibeka. Avait été mis en place un conseil de transition dirigé par M. Bandao et le Premier ministre Mokhtar Ouane, qui eux-mêmes ont été renversés le 24 mai dernier par le colonel Assimi Goïta, qui est aujourd'hui, et d'ailleurs sa présidence a été validée par la Cour constitutionnelle du Mali. On peut également prendre le cas du Tchad, après la mort du président ou du maréchal Idriss Déby, où nous avons eu un coup d'État constitutionnel où on a carrément mis de côté les institutions et la loi et mis en place un conseil de transition militaire. On peut également prendre le cas du Nigeria, qui a de l'indépendance dans les années 99, a fait face à des multitudes de coups d'État, notamment le coup d'État du général Ironsi, le coup d'État du général Mohamed Moutala en 1975, Cheikhou Shagari renversé. On peut également le cas du président Muhammadu Buhari, Sani Abacha et bien d'autres encore. On peut citer les coups d'État et les coups d'État qui sont passés en Afrique, pas moins de 250 depuis l'indépendance des pays africains. Le défi sécuritaire est donc un enjeu crucial pour l'Union africaine. Au-delà de l'aspect sécuritaire, nous avons l'aspect économique. Concernant le défi économique, notamment le développement, il faut dire que l'Afrique est le continent qui a eu une croissance exponentielle dans les années 2010. En effet, entre 2011 et 2015 ou 2016, l'Afrique a eu un taux de croissance de plus de 4%, l'Afrique de l'Ouest à elle seule 6%, et le Cameroun est passé de 4% en 2011 à 6% en 2015. Mais sauf que les populations n'ont pas reçu ou alors n'ont pas ressenti l'impact de cette croissance-là, dans la mesure où le taux de pauvreté n'a cessé d'augmenter, le chômage n'a cessé d'augmenter, et aujourd'hui, de nombreux jeunes sont face à un dilemme, soit la résignation ou alors la rébellion. Ceux qui sont sur la voie de la résignation décident d'emprunter des voies suicidaires, traversent la Méditerranée au péril de leur vie et de leur dignité pour les filles. Ceux qui choisissent la rébellion, ceux-là décident tout simplement de descendre dans la rue, prendre les armes, en découdre contre les autorités de l'État, les insulter, entrer dans le maquis et ainsi commettre les actes de nature à remettre en cause la paix et la sécurité de notre continent. Ceci est un défi important et majeur pour l'Union africaine. C'est d'autant plus qu'aujourd'hui, on compte pas moins de 465 millions de pauvres en Afrique, soit plus de 30 millions en 2020. Et on prévoit même qu'on aura plus de 39 millions
de pauvres cette année 2021. Au-delà de l'aspect sécuritaire, au-delà de l'aspect économique, il y a également des aspects de la lutte contre la corruption qui entrent dans la gouvernance. Parce que la corruption est un phénomène qui gangrène notre continent. La corruption, le détournement de fonds, la prévarication de la fortune publique. Il y a aussi des guerres de leadership entre les États, où les États se discutent le leadership de l'Union africaine, le leadership de certaines zones. Tous ces éléments sont de nature à remettre en cause l'unité de notre continent, le développement de notre continent, son progrès ou alors son émergence. En cette célébration de la journée mondiale de l'Afrique qui s'est déroulée le 27 mai dernier, j'aimerais lancer un message fort, d'abord à l'endroit des dirigeants africains, afin que ces derniers mettent en place des politiques de nature à promouvoir l'intégration au sein du continent, de nature à faciliter la circulation des biens et des personnes, de nature à entraîner une transformation positive, sociale, pour assurer le bien-être des populations et des partenaires de développement de notre continent. J'invite également nous, citoyens africains, de mettre en place ou d'adopter des comportements de nature à promouvoir l'unité, mettre fin à la xénophobie, mettre fin au tribalisme, promouvoir une identité africaine basée sur ses valeurs fortes, à savoir la solidarité, l'oralité, la sacralité, la communauté. J'aimerais que l'Afrique, qui est l'avenir de l'humanité, renaisse de ses centres, de l'île des Gorées au Sénégal jusqu'à Robben Island en Afrique du Sud, en passant par les pyramides d'Égypte, jusqu'aux nouvelles cités urbaines du Golfe de Guinée. Que l'Afrique renaisse et émerge et mette fin à des siècles d'accaparement de sa ressource matérielle et humaine. Ce défi, nous pouvons le relever si et seulement si nous restons unis et soudés, comme l'ont voulu les pères fondateurs de notre unité, les Kwame Nkrumah, les Sylvanus Olympio et que sais-je encore. Je vous remercie.